Ici, sur la Terre et à Paris, il va se passer des choses tout à fait spectaculaires et sympathiques l'année prochaine. Je parle évidemment des Jeux Olympiques. Et les Jeux Olympiques, c'est pas exactement, quand on pense Jeux Olympiques, on pense pas tout de suite sobriété. Sauf que, comme on l'a dit depuis le début de cette matinée, le monde a changé. On ne peut plus faire les choses comme elles l'étaient avant. Pour autant, c'est pas tout à fait évident de s'adapter à cette nouvelle donne. Une lourde tâche. Qui repose sur les épaules d'une femme qui nous a fait le plaisir de venir avec nous malgré un agenda des plus chargés, Georgina Grenon, responsable de l'excellence environnementale Paris 2024. Alors, l'un des défis de la matinée sera de m'asseoir et de me relever de ces chaises. Georgina, bonjour. Bonjour à tous. Donc on le dit, vous avez un titre impressionnant, responsable de l'excellence environnementale. C'est facile à porter un titre comme ça ? Je vous confirme, ce n'est pas les titres les plus faciles à porter, mais quand on connaît un tout petit peu l'histoire, on comprend pourquoi Paris 2024 a choisi, en fait. C'est la première fois dans l'histoire des Jeux où il y a une direction de l'excellence environnementale. C'est pas petit comme symbole aussi. Et quand on est athlète, je ne suis pas athlète, je tiens à le dire, mais quand on est athlète, on vise l'excellence. Et c'est ça qui était derrière la pensée des Tony et d'Étienne quand ils ont monté les structures dirigeantes de Paris 2024, c'est de dire il faut qu'on vise l'excellence. Et on vise l'excellence environnementale. Donc, on a gardé ce titre qui, effectivement, n'est pas très facile à porter, mais quand même, qui envoie un message. Alors, le bilan climatique des JO, généralement, n'est pas véritablement le point fort de cet événement, avec des infrastructures gigantesques, des déplacements permanents. Et voilà, donc c'est effectivement la première fois qu'on a initié cette démarche environnementale et pensée en amont, puisque vous êtes ici. Comment est-ce qu'elle est née, cette démarche ? Écoutez, effectivement, le mot, c'est la dissipation. En fait, quand il faut, pareil, revenir vers la candidature. Excusez-moi. Quand Paris 2024 montait sa candidature pour avoir les Jeux à Paris, il était question, effectivement, de faire des jeux durables, de faire plus responsables qu'avant, sinon on ne le faisait pas. C'était à la même époque où l'accord de Paris était signé. Donc l'idée est venue de dire, on va faire les premiers jeux alignés avec l'accord de Paris. Et cela veut dire réduire les émissions de 50%, donc suivre ce que l'accord dit, et puis s'attaquer à toutes les émissions qui n'auront pas pu être réduites ou évitées. Pour réduire les émissions de 50%, non pas en 2030, non pas en 2050, parce que c'est ça avec l'accord, mais en 2024, là, les challenges étaient énormes, donc il a fallu vraiment anticiper et prendre un certain nombre de décisions pour concevoir ces modèles des jeux de façon complètement différente des jeux précédents. En gros, on ne construit pas, on construit très très peu en fait. Là où d'autres jeux ont construit, je sais pas, 10 jusqu'à 17 infrastructures, nous, on construit une seule infrastructure sportive additionnelle, c'est les centres aquatiques qui est en face de Stade de France. Et puis, on construit utile, parce que là, en l'occurrence, par exemple, la Seine-Saint-Denis a besoin d'infrastructures de natation. On construit un centre aquatique qui restera accessible aux habitants après les Jeux. Donc, pas d'éléphant blanc. Et quand vous construisez aussi un village, mais qui est un besoin, un quartier, vous les faites avec la façon la plus sobre des constructions. Aujourd'hui, les gens l'ignorent peut-être, mais les nouvelles technologies de construction qu'on applique pour les villages des athlètes, qui en fait c'est un écoquartier qu'on va louer pendant un an, c'est moins 30% d'impact sur la construction par rapport à une bonne construction actuelle française. On a innové dans les méthodes de construction. On pense que tout ça va rester aussi comme un héritage des Jeux. Donc en gros, on anticipe, on estime les émissions. C'est ça qu'on a fait très très tôt, qu'on a réaffirmé et qu'on récalcule tous les ans
pour qu'on puisse tous comprendre les impacts, pour pouvoir les réduire autant que possible, mais en tout cas les maîtriser le plus possible. On ne peut pas réduire, on ne peut pas être sobre si on ne comprend pas quels sont les impacts. Et alors, comment est-ce que vous avez travaillé votre feuille de route? Eh ben, on a commencé très tôt. On a commencé par poser une stratégie. Il y a 4 ans et demi déjà, les temps passent très vite, autour des 4 piliers environnementaux. C'est effectivement contribuer à la neutralité carbone, être plus circulaire, donc propulser une économie plus circulaire, protéger les vivants, protéger la biodiversité, et puis mieux s'adapter aux changements climatiques et autres auxquels on va devoir faire face. Donc, avec ces 4 piliers, on les a déclinés dans tous les métiers nécessaires à faire les jeux. Donc, l'énergie, les infrastructures, parce que même si on construit très très peu, on est à 95% d'infrastructures existantes ou temporaires. Donc, et notre responsabilité, ce sont les infrastructures temporaires. Donc, c'est l'énergie, les infrastructures, la restauration. On doit servir, les gens ignorent, mais on doit servir 13 millions de repas dans les jeux. Donc 13 millions de repas qu'on va faire avec la moitié carbone, car chaque repas aura la moitié d'impact carbone qu'un repas français. Oui. C'est dire, voilà. Donc énergie, infrastructure, restauration, on a les produits vendus sous licence, les numériques, les transports. Donc tous les métiers qui font des jeux, ce qu'on connaît des jeux, on s'est attaqué justement pour pouvoir réduire les émissions, pour pouvoir le rendre plus circulaire, pour faire en sorte qu'on protège toujours les vivants, etc. N'empêche que les jeux, c'est toujours des chiffres absolument colossaux. 206 nations, 15 000 athlètes, 13 millions et demi de spectateurs, 25 000 journalistes, 4 milliards de téléspectateurs et j'en passe, et des meilleurs. Comment est-ce qu'on peut être sobre avec de tels chiffres? En effet. Je reviens à la fois sur l'anticipation, mais aussi sur le fait de penser les jeux comme un laboratoire. Pour faire mieux, pour faire différente, pour être plus responsable, il a fallu innover. Il faut innover tous les jours. Et c'est pour ça qu'on a travaillé avec l'ensemble de notre écosystème pour trouver ces solutions. Je vous parlais tout à l'heure de la restauration, par exemple. Donc, quand on dit on veut la moitié des émissions dans un repas, ça veut dire réduire les plastiques usage unique de 50%. Ça veut dire doubler la quantité de végétales. Ça veut dire c'est sourcer de façon beaucoup plus locale, lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc il faut vraiment rentrer dans les niveaux de détail nécessaires pour que ces ambitions se traduisent en actions concrètes et en résultats. Et ce sont ces solutions, en fait, sur lesquelles on travaille aujourd'hui, et qui nous sont apportées souvent même par nos partenaires, par nos fournisseurs, auxquels, par exemple, on demande d'être plus circulaire. Le monde, il est circulaire à 9%, c'est-à-dire il y a moins de 10% de choses, des choses du quotidien qui redeviennent ressources une fois qu'on s'en est servi. Donc nous, on lutte pour que ces jeux soient beaucoup plus circulaires, et pour ça, par exemple, on a mis dans notre système d'achat, dans toute notre politique d'achat, le premier pilier, la première chose qu'on regarde, c'est qu'est-ce que chaque chose qu'on achète devienne après les jeux. Donc on cherche par exemple des solutions de seconde vie avant même d'avoir acheté quelque chose. Donc le fait d'avoir forcé l'organisation à se poser ce genre de questions, à écrire des cahiers des charges alignés avec ça, avoir donné un poids dans un appel d'offres au fait d'avoir des solutions de deuxième vie. C'est-à-dire que parfois on est prêt à aller mais au-delà de tout ce qui n'a jamais été fait. Ça interpelle beaucoup notre écosystème, mais ça a généré aussi des solutions très intéressantes, très innovantes, des partenaires engagés. Et d'ailleurs, on va faire des annonces sur ça très bientôt. Et comment se staff alors pour produire un tel changement? Déjà, il y a une équipe, un noyau dur, on va dire, qui réunit des experts. C'est notre équipe, des gens formidables, ultra compétents, que j'ai la chance avec lesquels j'ai la chance de partager mon quotidien, avec des compétences très complémentaires.
parce qu'on ne peut pas être expert dans tout, donc on se complète très bien, et on est vraiment au service, aux dispositions de l'ensemble de l'organisation de façon transverse, là pour épauler. Des résultats comme ça ne s'obtiennent pas parce qu'il y a une équipe, ça s'obtient parce que déjà il y a une dirigeance, toutes ces ambitions sont portées déjà par Tony, sont portées par le projet, sont portées par notre conseil d'administration et l'ensemble de nos parties prenantes. Donc ça commence par Léo, toujours, une équipe d'experts, mais aussi l'ensemble de l'organisation qui s'en saisit et qui porte avec nous l'ensemble des objectifs déclinés dans chaque métier. Et comment est-ce que vous arrivez à ce poste prestigieux avec ce titre incroyable? Qu'est-ce qui a fait que vous étiez la bonne candidate, si on parle de RH, pour prendre ce poste? Écoutez, la bonne candidate, je ne sais pas. Ça, il faut poser la question. On verra après, en tout cas. Mais ce qui était, en tout cas, ce qui m'avait interpellée à l'époque où on m'a contacté pour ça, j'étais chassée, pour tout dire. Je faisais un autre métier, je ne viens pas du sport. Et ce qui m'avait interpellée, c'était déjà l'ambition. C'est les plus grands événements du monde. Et on est face aux plus grands défis de l'humanité. Donc, quand vous cherchez justement à faire quelque chose, à pouvoir changer les choses, quelle meilleure vitrine qu'avoir cet événement pour pouvoir prouver qu'on peut faire différemment. On reste prudent, on reste humble face à la tâche, face à la quantité des choses à faire. Mais en tout cas, il fallait en quelque sorte pouvoir avoir cette ambition, savoir que la mission était là, portée par la direction générale, qu'on était prêt à se battre aussi, qu'on était prêt à casser les codes, à se donner les moyens pour le faire, s'accompagner des vrais experts. On a un comité pour la transformation écologique des Jeux, présidé d'ailleurs par Gilles Boeuf, qui était président du musée ici, donc qui nous challenge, un peu comme des coachs sportifs. Nous, on a des coachs environnement. Et il faut comprendre aussi que les Jeux, c'est une entité privée. Nous sommes une association privée, financée à 96% par nous privés. Donc il y a des enjeux aussi purement et simplement commerciaux avec lesquels il faut travailler. Donc voilà, avoir des compétences peut-être parfois un peu privées, un peu publiques. C'est un peu ce que j'ai pu faire par le passé. Et ça aide. Ça aide à comprendre à la fois les enjeux nécessaires au territoire et aussi des enjeux purement privés. En tout cas, ça a l'air absolument passionnant et manifestement, ça vous enthousiasme. On a première question de nos étudiantes, de Mélissa et Marjorie. On va peut-être oui, je vous entends, mais peut-être vous donner un micro. Déjà, merci beaucoup. C'était très intéressant et quel espoir, quel symbole, vraiment très intéressant. À un an de l'événement, du coup, notre question, c'était quelle est votre priorité numéro 1 quand il reste plus qu'un an avant cet événement? Atterrir tout ce qu'on a fait. En fait, si vous pensez, c'est une excellente question. Mais la priorité doit être que tout ce que nous avons fait jusque-là, on a travaillé des stratégies, des déclinaisons opérationnelles, des changements divers et variés dans tous les secteurs, les travails avec les prestataires, avec les partenaires. Tout ça, en fait, n'aboutit qu'un seul acte. C'est pas comme dans une entreprise, on va dire, normale, dans laquelle vous avez plein de choses, plein d'années pour pouvoir vous améliorer. Chez nous, les rendez-vous, c'est 26 juillet, autour de 20h. Ça commence. On ne va pas être en retard. Et tout se joue là. Donc, ce qui nous obsède, on va dire aujourd'hui, c'est de faire en sorte que tout ce travail, toutes ces années d'efforts, tous ces risques qu'on était prêts à prendre, qu'on veut innover, on doit forcément prendre des risques, surtout face à une institution qui a l'habitude de faire les choses de façon très normée et qu'on ne prend surtout pas des risques. Quand vous serez à la télé, regardez par 4 milliards de spectateurs, 3 milliards de spectateurs, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Donc, voilà, notre obsession aujourd'hui, c'est que tout ce que nous avons pu construire jusque-là
elle puisse se retrouver vraiment dans les fêtes, réalisée. On sait qu'on ne sera pas parfait, et donc on vous l'a dit d'avance, mais en tout cas, attendez-vous à voir des changements importants. On sait qu'on sera jugé sur pièce aussi, mais qui ne prend pas de risques, voilà. Ne fait rien. Ne fait rien. Merci beaucoup, Georgina. Merci à vous, merci pour cette opportunité. Rendez-vous à Paris en 2024. Et rendez-vous l'année prochaine.